Merci de nous recevoir chez vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cet espace de redevabilité envers le peuple. Ça s'appelle Malikoura Tassira et c'est la version 3. Nous sommes au Musée national avec le ministre des Mines, professeur Amadou Keïta. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Vous allez nous faire tout à l'heure le point des grandes actions menées en 2024 et cette année 2025 en cours, les projets déjà exécutés et ceux en perspective. Et pour les questions, je suis avec Baladji Touré, directeur de publication de l'hebdomadaire Reflet d'Afrique. Bonsoir, confrère. Bonsoir, Sira. Bienvenue sur ce plateau. Le secteur minier à lui seul représente près de 10% du PIB au Mali, 70% des recettes d'exportation et plus de 600 milliards de contributions aux recettes de l'État. D'autres ressources restent largement inexploitées jusqu'ici, mais déjà à l'étude. Avant donc d'ouvrir le débat, nous allons voir les grandes actions menées par le département des mines courant 2024. Et parmi ces actions, l'inauguration de la mine de lithium de Goulamina dans la région de Bougouni, la poursuite de la mise en œuvre des réformes engagées après l'adoption du nouveau code minier, la revue à la hausse de la participation du Mali et du secteur privé dans les actions des nouveaux projets miniers à 35% contre 20% précédemment. On fait le point avec Siaka Konaté et nous revenons sur ce plateau. Au ministère des Mines, l'année 2024 a été marquée par l'inauguration par le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta de la mine de lithium de Goulamina dans la région de Bougouni, une inauguration qui s'inscrit dans le cadre de la politique de diversification de l'exploitation minière. Le département s'est attelé à la mise en œuvre des réformes engagées par les autorités à la faveur de l'adoption en 2023 du nouveau code minier et de la loi sur le contenu local. Avec ce code, l'État prend désormais 30% des actions des nouveaux projets miniers, le secteur privé 5%, ce qui porte les intérêts publics et privés maliens à 35% contre 20% précédemment. C'est dans ce cadre que le gouvernement a renégocié le contrat minier avec les sociétés minières, ce qui a abouti à la signature des protocoles d'entente avec celles-ci. Ainsi, l'État participe à hauteur de 30% dans le capital des mines de lithium de Bougouni, de la société Lithium du Mali et de la mine de Coralie Sud, la part des investisseurs locaux étant de 5%. Quant à la société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, Surem Mali SA, elle est entrée dans sa phase opérationnelle. La direction s'active pour la relance des mines qu'elle a déjà acquises, Morila, Yatela et Tassiga, et l'engagement de l'exploration sur le site de Tahaka dans la région de Gao. Le ministère des Mines a aussi à son actif la structuration de la gouvernance du secteur minier qui s'est traduite par la dissolution de la Chambre des mines qui est désormais dirigée par un collège transitoire. Des actions d'envergure ont été menées dans la lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières. Elles ont permis d'interpeller de nombreux exploitants qui opéraient dans l'illégalité et de saisir d'importants lots de matériel. Les négociations se poursuivent avec les partenaires stratégiques du Mali pour l'établissement de la cartographie minière et l'installation d'une raffinerie d'or au Mali. Le projet Mentora Mine a été lancé pour former 15 jeunes filles dans les filières des mines et de la géologie. Elles seront couchées sur une année par les professionnels des entreprises minières. La production aurifère a connu une baisse en 2024 avec 54 tonnes contre 66 tonnes en 2023. Alors, Monsieur le ministre, comme mentionné dans ce reportage que vous venez de suivre, plusieurs projets en cours d'exécution avec des programmes ambitieux. D'abord, comment se porte le secteur minier du Mali? Merci beaucoup, Madame Sira Bachili. Avant de répondre à cette question, permettez d'abord que je vous remercie de me recevoir sur ce plateau de Malikoura Tassira. Je voudrais aussi saluer l'ensemble du peuple malien, particulièrement tous ceux qui nous regardent sur l'ORTM. Et permettez aussi que j'exprime toute ma gratitude au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui m'a confié la responsabilité de ce département. Et pour répondre à votre question, je dirais que le secteur minier au Mali se porte globalement bien. Il faut dire que le secteur minier, justement, pour ce qui ressort du rapport ITIE 2023,
Le secteur minier malien a représenté 82% des recettes d'exportation de l'État du Mali. Ensuite, 21% des recettes fiscales. Et ce secteur contribue aussi à hauteur de 1% pour l'emploi. Ensuite, il faut ajouter qu'au titre des patentes qui sont versées aux régions minières, c'est-à-dire les communes, les cercles et les régions, disons l'ensemble des sociétés minières en exploitation ont versé donc pour les comptes de cette patente à peu près 10 milliards de francs CFA. Globalement, le secteur minier a donc contribué à notre économie à hauteur de 600 milliards de francs CFA. Donc je pense que c'est un secteur qui se porte globalement bien. Naturellement, nous sommes dans un contexte de renouveau de ce secteur et ceci comporte autant de défis, mais également beaucoup de préoccupations. Et j'ai pu dire que l'ensemble des acteurs de ce secteur sont en train de s'organiser pour faire en sorte qu'ils puissent apporter encore plus à notre économie. Vous l'avez dit, la rentabilité est grande et notoire aujourd'hui, ce qui fait que ce secteur suscite beaucoup d'engouement, surtout du côté des jeunes, ce qui amène aujourd'hui à l'exploitation illégale de nos ressources minières aujourd'hui. Quelles sont les mesures mises en place au niveau de votre département pour mieux organiser ce secteur? Quand nous parlons d'exploitation illégale, ça concerne les sociétés ou les individus qui s'adonnent à l'exploitation alors qu'ils ou elles n'ont pas de titre pour cela ou pas les titres appropriés. Par exemple, sur le terrain, il y a des sociétés qui exploitent sans détenir aucun titre. Il y a des sociétés qui ont des titres de recherche mais qui s'adonnent à l'exploitation alors que ce sont des phases différentes et pour chaque phase, il faut un titre précis, déterminé. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'orpaillage illégal. L'orpaillage est bien réglementé, bien organisé, bien encadré, mais sauf que souvent, il y a des orpailleurs qui s'adonnent aussi à de l'orpaillage illégal. Lorsque, par exemple, comme l'avait dit, des jeunes ou d'autres personnes qui se disent donc orpailleurs vont aller sur des terres alors qu'ils n'ont pas d'autorisation, donc des permis d'exploitation artisanale. Ou bien lorsqu'ils envahissent des permis qui appartiennent à des sociétés minières. Donc voilà un certain nombre de situations qu'il faut recouper pour donc parler globalement d'exploitation illégale. Et vous avez raison, nous sommes très conscients vraiment aujourd'hui de cette situation dramatique que nous vivons parce que nous avons assisté à des cas d'effondrement des sites miniers qui ont occasionné la mort de plusieurs personnes. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que tout cela puisse cesser. Donc les actions vont dans un certain nombre de directions. Il y a donc des actions qui relèvent donc on va dire de l'aspect institutionnel. Il y a l'aspect sécuritaire. Il y a aussi d'autres aspects qui relèvent de la sensibilisation et de l'information. Nous sommes en train de travailler pour l'opérationnalisation de la brigade spéciale des mines qui est prévue par le code minier. Très prochainement, ces dossiers pourra être soumis donc au gouvernement pour adoption. La brigade spéciale son travail va consister à faire quoi concrètement? Cette brigade va veiller au grain pendant toute une journée, toute une nuit. Comment ça va se passer? Ah oui, c'est vraiment un service qui va être spécialisé dans la répression des infractions au code minier. Donc c'est une brigade mixte qui sera composée d'agents de la sécurité, d'agents des eaux et forêts, mais aussi de techniciens du ministère des Mines. Donc c'est vraiment toute une unité qui va donc agir sur le terrain et qui aura donc tous les pouvoirs pour saisir, interpeller les personnes donc, qui sont en cause, saisir les équipements et qui va même avoir donc un pouvoir de police judiciaire pour pouvoir agir en toute tranquillité. Et ensuite, il y a aussi la question de la sensibilisation.
Nous ne pouvons pas passer sous silence la responsabilité des citoyens. Parce que dans ces cas, on note souvent aussi la complicité de communautés, des membres de communautés et même souvent de certains responsables de ces communautés. Donc c'est pourquoi il faut sensibiliser, informer, mais au besoin réprimer. Les différentes sorties l'année dernière et un peu de 2023 nous ont permis quand même d'effectuer des saisies importantes, notamment des personnes qui ont été interpellées. Ensuite, on a saisi à peu près 61 sites illégaux qui ont été fermés et 286 pelleteuses, donc des équipements qui ont été saisis, et ensuite 63 véhicules, donc pick-up et autres là, qui ont été saisis. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un résultat dans la lutte contre ces fléaux. Mais il nous faut faire plus. C'est pourquoi cette brigade spéciale va être créée et va donc va être une sorte de brigade mixte qui aura donc beaucoup de capacités pour pouvoir agir sur le terrain. Monsieur le ministre, vous parlez d'orpaillage légal et d'orpaillage illégal. Mais généralement, les orpailleurs, quand vous partez un peu sur le site, ils te disent directement qu'ils détiennent des permis, qu'ils leur octroient directement ces permis. En fait, l'orpaillage, comme je l'ai dit, est bien encadré. L'orpaillage doit s'effectuer dans des couloirs d'orpaillage, pas en dehors. Okay. Ensuite, les permis d'exploitation artisanale sont délivrés par les autorités communales, donc par le maire. Maintenant, quand nous parlons d'orpaillage illégal, c'est lorsque vous exercez en dehors d'un couloir d'orpaillage ou bien vous exercez en ne possédant pas un titre. C'est ça donc l'orpaillage illégal. Et comme il est vrai que très souvent dans les zones rurales, on assiste très souvent justement à de l'orpaillage illégal. Mais ce n'est pas dire que tous les orpailleurs sont dans l'illégalité. Et autre chose encore, il y a aussi même les instruments qui sont utilisés, parce que l'orpaillage, normalement, c'est avec des outils rudimentaires. Or, on a vu des orpailleurs qui utilisent vraiment des outils hautement mécanisés. Ensuite, il y a l'utilisation des produits chimiques aussi, qui sont prévus. Donc, vous voyez, donc je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs, justement, qui permettent de dire que ces gens-là sont dans l'illégalité. Nous apprenons que les mairies octroient souvent des permis, soit concèdent des permis à ces orpailleurs-là. Comment ça se passe? Est-ce que vous, votre département, est en collaboration avec ces autorités municipales? C'est ce que le code dit. C'est-à-dire que ce sont les autorités communales qui ont donc, le pouvoir de délivrer des permis d'exploitation artisanale. Maintenant, la nouveauté qu'on a introduite dans le code de 2023, c'est de faire en sorte que ça soit fait après avis du ministre des Mines. Monsieur le ministre, est-ce qu'à ce niveau, il ne faudrait pas revoir les choses puisque ces permis sont délivrés à tort et à travers? C'est vrai que vous donnez votre avis là-dessus, mais est-ce qu'il ne serait pas mieux de mieux coordonner à ce niveau pour qu'il n'y ait pas de pagaille? Effectivement, vous savez, à la suite des drames que nous avons connus dans le cercle de Kangaba et aussi dans le cercle de Kenyeba, justement, le Premier ministre a instruit justement que nous prenions déjà en Conseil des ministres, parce que ça a été débattu, le président avait donné des instructions fermes qui ont été donc reprises en charge par le Premier ministre. Et nous avons eu une réunion à la primature, au cours de laquelle le Premier ministre a donné des instructions fermes aussi. D'ailleurs, l'instruction a été donnée au maire d'annuler les permis justement des personnes qui exercent dans l'illégalité. Donc ce travail aujourd'hui est en train d'être fait. Vous avez même vu qu'il y a même eu des responsables qui ont été révoqués donc, de leur poste. Donc ça veut dire qu'il y a une lutte implacable qui a commencé aujourd'hui. Un autre fait qu'il faut signaler, le Premier ministre a même invité à la primature l'ambassadeur d'un pays, justement pour insister sur le fait que malgré les bonnes relations que nous avons avec ces pays, il faut que les ressortissants de ces pays respectent la législation malienne en matière d'exploitation minière. Donc les actions sont en cours pour mettre de l'ordre dans ce domaine aussi. À la suite de la dissolution de la Chambre des mines, un organe transitoire a été mis en place. Qu'attendez-vous de cet organe et pourquoi avoir dissous la Chambre? Vous savez, la Chambre des mines se trouvait dans une situation plutôt compliquée.
Vous savez, cette institution est la représentation de l'ensemble des acteurs du secteur minier. Elle a vocation, cette Chambre, à faire en sorte que ces acteurs puissent faire prévaloir leurs préoccupations, que ces acteurs puissent participer pleinement justement à la gestion, donc à la gouvernance du secteur minier à travers des propositions, mais aussi à travers les actions que ces acteurs peuvent mettre en place pour appuyer les actions du gouvernement. Malheureusement, il y avait un blocage au niveau donc, de la Chambre des mines, parce que les élections avaient eu lieu, lorsque la Chambre a été créée, les élections ont eu lieu en 2009. En 2009, aussitôt après les élections, un contentieux s'en est suivi, très long, qui n'a pu être dénoué qu'en 2011. Donc c'est en 2011 que le bureau a été mis en place. Et les difficultés ont fait que le bureau n'a pas pu être renouvelé. Et donc on était dans une situation avec un bureau qui était là depuis 2011, qui n'était pas renouvelé. Et cette situation avait donc même causé la désaffection, on va dire comme ça, de la Chambre des mines par certains acteurs. Et nous avons estimé donc qu'il fallait sortir donc de ce blocage parce que tout le monde en était préoccupé. Et c'est pourquoi nous avons pris nos responsabilités. On a dit qu'il faut dissoudre donc les organes de la Chambre des mines, mettre en place un organe transitoire et lui donner un mandat. Donc une feuille de route a été donnée à ces bureaux, à ces collèges transitoires. La première chose qu'on attend de ces collèges, c'est de rassembler les acteurs. Parce qu'il y avait aujourd'hui, il y avait beaucoup de problèmes entre les différents acteurs. Comme j'ai dit, la Chambre était même boudée par certains acteurs. Mais il faut rassembler les acteurs. Il faut aussi travailler, donc, parce qu'il faut qu'on relise les textes qui ont été à l'origine aussi de problèmes. Et la Chambre, les collèges doivent participer à la relecture de ces textes. Autre chose encore, c'est qu'il faut qu'on fasse des élections crédibles pour que la Chambre des mines ait à sa tête un bureau légitime, un bureau représentatif. Donc, l'une des tâches qu'on a confiées au collège transitoire, c'est d'aider le ministère justement à organiser ces élections. Monsieur le ministre, nous avons constaté qu'il y a eu une suspension sur la délivrance des permis miniers qui courait depuis 2022. Alors, tout récemment, vous avez procédé à la levée partielle de la mesure de suspension. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a motivé cette décision? En un mot, on avait un gros problème de gestion du cadastre minier. Et après l'audit minier qui a révélé les manquements qui ont été pointés, on a compris qu'il fallait donc s'attaquer, au-delà des rapports avec les sociétés minières, mais qu'il fallait aussi travailler sur la gestion au niveau donc, du ministère, au niveau de la direction qui gère le cadastre. Et donc, c'est pourquoi le président, à mon avis, a été bien inspiré donc, de décréter cette suspension qui a permis vraiment de travailler sur le cadastre et de voir clair, de voir un peu quels sont les titres miniers qui sont en circulation, quels sont les titres qui sont détenus, tant pour la phase de recherche que pour la phase d'exploitation, mais aussi pour les carrières industrielles. Mais ensuite, il fallait aussi savoir, est-ce que ces permis peuvent être considérés comme valides? En ce sens, est-ce que les propriétaires, les détenteurs de ces permis peuvent apporter toutes les pièces justificatives pour démontrer que ces permis sont valides? Et alors, nous avons décidé de demander, on a fait un communiqué pour demander à tous les détenteurs de titres miniers de fournir un certain nombre de pièces. Il y avait une sorte de flou autour de ces titres miniers. Et nous ne savions pas qui sont les bénéficiaires réels de ces titres, etc. Donc c'est pourquoi nous avons exigé tout cela, comme la loi l'exige aujourd'hui. Et ce travail nous a permis donc de faire la part entre ce qu'on pourrait appeler les titres qui sont sous-tendus par toutes les pièces qu'il faut et les titres justement pour lesquels les détenteurs n'ont pas pu apporter les pièces. Et souvent pour certains titres, pour certaines sociétés ne se sont même pas présentées. Et nous avons fait aussi un autre travail sur la situation des titres miniers, des sociétés
qui sont en porte-à-faux avec le code minier. Parce que les codes, c'est quand même des obligations. C'est des normes qu'il faut respecter. Et on a vu que certaines sociétés ne respectaient pas certaines dispositions du code minier qui pouvaient donc les exposer à des sanctions administratives qui allaient jusqu'à l'annulation ou au retrait. Ensuite, il y avait des obligations qui étaient contenues dans les conventions entre l'État, des obligations financières entre l'État et les sociétés minières, ou entre les détenteurs des titres miniers, qui aussi pouvaient être cause en cas de manquement, d'annulation. Nous avons recoupé donc toutes ces situations et aujourd'hui, nous sommes en mesure de proposer l'annulation des permis. La DNGM est en train d'être équipée. Nous avons déjà reçu tous les équipements qu'il faut pour que nous puissions avoir donc, un cadastre, donc un système informatisé moderne et sécurisé. Et il reste donc à travailler sur la base des données. Et ça, donc les TDR ont été élaborés et ce travail est en cours. Je pense que sous peu, nous aurons vraiment un cadastre très moderne. Un cadastre moderne, mais il faut que chacun joue son rôle aussi, sa partition, pour que ce secteur soit mieux organisé. Qui doit faire quoi, à votre avis, Monsieur le ministre? C'est une très bonne question, parce que, vous savez, le secteur minier, c'est un secteur qui fait intervenir plusieurs acteurs. Et même sur le plan gouvernemental, c'est un secteur qui est au croisement des attributions de plusieurs ministères. Maintenant, du côté du gouvernement, donc, il y a le ministère des Mines, nous sommes donc les premiers concernés. Il y a le ministère de l'Environnement, il y a le ministère chargé des domaines, il y a le ministère chargé le ministère des Finances, etc. Il y a aussi les acteurs, parce que ce sont des investisseurs qui viennent investir, qu'ils soient des étrangers, qu'ils soient des nationaux. Donc chacun a un rôle à jouer. Notre objectif, c'est de mettre tous en musique pour que ça marche. Monsieur le ministre, parlant de diversification minière. La mine de lithium de Goulamina a été inaugurée le 15 décembre 2024. Quelle est votre appréciation? Et au-delà de ça également, que peut-on attendre de l'ouverture prochaine de la deuxième mine de lithium toujours de Bougouni? L'ouverture de la mine de lithium de Goulamina, l'expression parfaite de la volonté du gouvernement de mettre en œuvre la politique de diversification pour que notre pays puisse sortir de l'exploitation unique de l'or. Et effectivement, Goulamina, c'est un grand espoir parce que les réserves, les ressources qui ont été révélées donc, sont importantes, jusqu'à plus de 200 millions de tonnes, n'est-ce pas, avec donc, une teneur donc, de plus de 1,7% en oxyde de lithium. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et Goulamina est entré en activité. J'ai pu vous dire que l'exploitation du spodumène, on a commencé l'exportation parce qu'ils ont déjà produit 85 000 tonnes. Et sur ces 85 000 tonnes, il y a déjà 35 000 tonnes qui ont été, qui sont sorties, donc, qui ont été expédiées vers les ports. Donc ça veut dire que Goulamina aujourd'hui est dans sa phase d'exploitation. Et puis, ça va continuer. Donc ça aussi, c'est des ressources qui vont alimenter notre budget. Vous avez parlé de la mine de lithium de Bougouni. Donc cet autre projet qui est aujourd'hui en développement. Et Goulamina, il faut dire que Goulamina, c'est à peu près sur 20 ans. Bougouni, ça va être un peu sur 10 ans. Donc les réserves, c'est entre 20 et 30 millions de tonnes, avec une teneur de plus d'1%. Nous sommes en train de travailler sur les derniers réglages. Parce que, vous savez, la chance que nous avons, c'est qu'avec la deuxième mine de Bougouni, c'est que nous avons eu Goulamina. Nous avons eu de l'expérience dans le contrôle. Et nous sommes en train de travailler sur le contrôle, vraiment. Parce que nous avons dit, il faut que ces minéraux puissent rapporter à notre pays. Et pour que ça rapporte, il faut que nous soyons très vigilants sur l'ensemble, donc sur toute la procédure de production, sur le plan technique, mais aussi sur le plan du respect de l'environnement. Donc c'est ce travail qui est en cours. Et lorsque donc tous ces réglages seront terminés, nous allons demander au président de donner donc, les OK pour que la mine puisse entrer en production, après l'inauguration bien sûr. Mais il est important de rappeler que le Mali ne va pas se contenter d'exporter le spodumène après traitement. Notre objectif, et nous l'avons clairement dit, nous l'avons même mis dans la convention, dans le protocole avec le premier
exploitant, donc, qui est celui de Goulamina, que notre objectif, c'est de faire en sorte que au Mali, on fabrique les batteries de lithium sur place. Et ça, c'est une exigence que nous avons mise dans le protocole avec les partenaires. Donc, ça veut dire que nous allons nous préparer aussi, parce que ça aussi, ça demande la préparation, parce que ça demande que sur le plan technique, on se prépare, ça demande aussi que on maîtrise aussi certaines composantes qui vont entrer dans la production de la batterie. Donc, l'objectif, à terme, c'est que l'on fabrique des batteries de lithium au Mali. À l'horizon 2000 combien? Nous pensons dans 4, 5, 6 ans. Attends, nous travaillons à cela. D'accord. Monsieur le ministre, vous êtes dans la diversification des ressources minières aujourd'hui. Les recherches ont révélé d'autres ressources comme le gaz, le manganèse, j'en passe volontiers. Et comment comptez-vous exploiter ces ressources minières? Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce soit le fer. Je crois que le fer, c'est vraiment une ressource, un minerai extrêmement important pour le développement d'un pays. Ensuite, le manganèse, l'uranium. Donc, nous sommes en train de travailler sur toutes ces ressources. Des sociétés minières ont manifesté des intérêts. Nous allons parler de réformes maintenant. Votre département a engagé depuis 2023 des réformes majeures dans le secteur minier, dont l'adoption du nouveau code minier. Baladji Touré a une question là-dessus. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu qu'est-ce qui vous a conduit aux réformes actuelles? Est-ce que les premiers textes en fait, étaient en déphasage avec les réalités aujourd'hui? La réponse est tout dans la question même, parce que lorsqu'on entame des réformes, ça veut dire qu'on n'est pas satisfait de la situation actuelle. Et c'est parce que, c'est parce que la situation a évolué. Il faut donc s'adapter. Nos intérêts donc ne sont pas totalement pris en compte dans les textes qui existaient. Et justement, j'ai dit que notre pays a... Vous savez, tout est parti aussi de l'audit. D'abord, le peuple malien déjà savait qu'il y avait des problèmes. C'est pourquoi au cours des assises nationales de refondation, le peuple avait exigé cela. Donc, il y a vraiment des réformes que l'on procède à la relecture du code minier pour faire en sorte que les intérêts du peuple malien puissent être pris en compte. Et c'est pourquoi donc, le président de la transition a ordonné, a instruit donc, qui est l'audit du secteur minier. Okay. Et cet audit a révélé beaucoup de manquements. Okay. Beaucoup de manquements tant du point de vue des relations contractuelles entre l'État et les sociétés minières que du point de vue de la gouvernance des structures publiques chargées justement donc de gérer ces secteurs. Vous savez, il y avait un champ relativement étendu des exonérations qui faisait que l'État perdait beaucoup face aux sociétés minières. Parce que les exonérations concernent à la fois la phase de recherche, mais aussi la phase d'exploitation. Ensuite, il y a aussi la question donc de l'ouverture des comptes offshore, c'est-à-dire les comptes que les sociétés créent à l'étranger et dans lesquels ils placent tous les revenus tirés de la vente de l'or. Et donc, lié à cela, donc, il y a la question du rapatriement. C'est parce qu'il faut rapatrier ces revenus, ce qui n'était pas le cas pour beaucoup d'entre elles. Ensuite, il y avait la question donc, du péage, du traitement par péage. C'est-à-dire que les sociétés minières pouvaient produire, extraire des minerais. Ils vont les traiter dans une usine qui se trouve ailleurs, donc sur un autre lieu, sans payer de taxes. Donc, il y avait donc, beaucoup de manquements comme ça. Et donc, on a dit, il faut revoir les choses. Mais je l'ai dit, il y avait aussi la question du cadastre. Il y avait aussi la question de l'organisation institutionnelle au niveau de la DNGM, une seule direction qui s'occupe de toutes ces questions. Donc, c'est de tout ça qu'est partie donc l'idée de la réforme. Et donc, ensuite, il y avait aussi la participation de l'État. Parce que vous savez que les différents codes miniers depuis les années 80 et que nous avions, étaient des codes d'inspiration Banque mondiale. Voyez. Et donc, or, l'État du Mali, dans sa volonté souverainiste, a décidé lui-même de voir qu'est-ce qui est bon pour l'État du Mali et qu'est-ce qui est bon pour les partenaires.
C'est tout ce qui a conduit l'État du Mali donc, à entamer ces réformes. Et aujourd'hui, le nouveau code minier comporte beaucoup d'innovations dont nous avons parlé à beaucoup d'occasions, et notamment la participation de l'État qui a été relevée donc, à 30%, plus les 5% pour les privés nationaux. Ensuite, la fin de l'exonération pour la phase d'exploitation, le traitement par péage qui est taxé aujourd'hui. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle la taxe ad valorem, qui est maintenant indexée sur le cours de l'or et qui fait que bon, si le cours monte, donc cette taxe aussi va monter plutôt que ça soit donc fixé une fois pour toutes. Ouais, donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'innovations qui font que nous avons bon espoir que le nouveau code minier, l'instrument qui va nous permettre d'avoir des revenus substantiels. Sur le code minier, monsieur le ministre, il y a beaucoup de sociétés qui ont adhéré, mais Barrick Gold ne l'entend pas de la même oreille que ces sociétés-là. Qu'en est-il exactement? Elle a même lancé une procédure d'arbitrage international. Qu'en est-il et quelle sera la suite? Je pense que vous me donnez l'occasion aujourd'hui de dire la version aussi du gouvernement, parce que nous entendons beaucoup de choses au niveau de la presse internationale. Il y a beaucoup de campagnes contre notre pays par rapport à cette affaire et par rapport à bien d'autres. Et donc, une tentative de diabolisation de l'État du Mali. Mais nous sommes très sereins parce que nous savons que présenter quelqu'un comme un diable ne fait pas de lui un diable. Et nous travaillons uniquement sur la base des recommandations du peuple malien. Et l'audit minier qui a été mené, qui a été réalisé, a mis en avant, a pointé beaucoup de manquements. Et parmi ces manquements, les sociétés minières avaient pris pour habitude de loger les revenus de la vente de l'or dans les banques à l'extérieur du pays. Et ce qui fait que les banques maliennes ne profitent pas de cela. Alors qu'il y a un règlement de l'UEMOA, qui exige le rapatriement donc, de ces montants. Mais avec Barrick, la situation s'est compliquée. Les PV de constat de ces infractions établis ont été transmis à Barrick par exploit d'huissier pour leur dire voilà ce qu'on vous reproche. Mais puisque la loi donne autorisation au ministre des Finances de pouvoir transiger, donc d'entrer dans un processus de transaction avec les sociétés, donc il leur a dit, mais venez pour qu'on discute. Barrick a répondu en disant qu'ils ne vont pas se soumettre donc à cette procédure de transaction. Alors le ministre, parce que le ministre avait averti, parce qu'il dit, je vous donne un temps, si vous ne venez pas, je vais transmettre les dossiers au procureur du pôle économique national, donc du pôle économique financier. Ils n'ont pas réagi. Ils ont dit qu'ils ne viendront pas à cette réunion de transaction. Et le ministre des Finances a donc transmis le dossier. Donc c'est une affaire qui a été judiciarisée. La procédure arbitrale suit son cours au niveau donc, du CIRDI, mais il y a aussi donc, la phase, disons, la procédure judiciaire au Mali qui continue aussi parce que la justice au Mali est indépendante du pouvoir exécutif. Maintenant, entre-temps, l'État du Mali, justement, a décidé que la situation ne peut pas rester en l'état, parce qu'il faut protéger les travailleurs, il faut protéger aussi donc les juges. C'est pourquoi l'État du Mali a entrepris donc une procédure pour nommer un administrateur provisoire qui va donc reprendre prendre la mine en charge, faire redémarrer les activités, justement, produire, payer les salaires des travailleurs, mais aussi produire de l'or pour l'économie nationale. Donc nous en sommes là aujourd'hui. Monsieur le ministre, la SOREM créée en 2022 obtient un nombreux titres et l'État lui transfère les mines de Morila et Yatela. Dispose-t-elle des capacités nécessaires pour relever les défis? La SOREM est une jeune société d'État qui est en train donc de se constituer, qui est en train de prendre son envol, qui est dirigée parce que le plan, vous savez, quand vous mettez en place une société, il faut vous assurer qu'elle est animée par donc les responsables qui sont en capacité de le faire. Donc par des responsables qui ont tous une grande expérience dans le secteur minier, souvent même à l'extérieur du pays. Donc ça, c'est déjà un atout. La SOREM est en train donc de recruter
de recruter le personnel. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, les projets avancés dans les mines qui sont en exploitation mais qui sont en difficulté, que l'État a récupérés, sont en train d'être cédés à la SOREM. Mais l'État ne s'est pas arrêté là. L'État a continué aussi. Vous avez suivi que nous avons octroyé un permis de recherche et aussi la convention aussi, c'était il y a seulement une semaine. Hein. Donc, on a aussi signé, disons, on a présenté en Conseil des ministres les projets de convention entre l'État et la SOREM sur donc, la mine de Tahaka. Tahaka qui est une basse zone, hein, donc d'orpaillage et même d'exploitation aurifère illégale, mais que la SOREM va récupérer. Donc la SOREM est aujourd'hui en train de s'organiser, mais dans sa stratégie, c'est de ne pas attendre uniquement les moyens de l'État, parce que l'État est en train de constituer, de mettre en place les moyens pour elle, mais c'est aussi de chercher des partenaires stratégiques. Et aujourd'hui, la SOREM est en discussion avec beaucoup de partenaires, et certains ils sont prêts à aller avec elle pour l'exploitation de ces mines, que ce soit Morila, Yatela, que ce soit Ntaka, mais aussi la mine de manganèse de Tassiga, que l'État du Mali, dont l'État du Mali donc, a annulé le permis. Avant de parler des perspectives pour le secteur minier, allons à la rencontre des citoyens à qui le service public est rendu. Voyons l'appréciation qu'ils font des réformes. C'est une réalisation de l'ANCD, l'Agence nationale de communication pour le développement. Et puis nous revenons sur ce plateau. Quand on parle de contenu local, c'est le développement de la main-d'œuvre locale et des produits nationaux et autres. Déjà, la fermeture de quelques mines que nous avons. Il y a eu d'abord la mine d'or de Morila, la situation de Barrick également. Nous avons un problème où il y a plus de 10 000 employés qui se retrouvent en chômage technique. Le ministre doit jouer le rôle d'intermédiaire, le rôle d'interface entre le gouvernement et ces sociétés minières afin que nous puissions avoir une solution. La loi sur le contenu local, cette loi a été approuvée en juillet 2024. Et ça nous fait bientôt 1 an, on n'a pas encore le secrétariat permanent. Le secrétariat permanent est censé être l'entité où, s'il y a des choses, on doit aller se plaindre, s'il y a des choses, on doit aller rapporter. Mais jusque-là, cette entité n'est pas encore sur place. Or, les mines n'attendent pas, hein. Les mines ils vont très vite. Donc, il faut essayer d'aller vite avec les mines et à leur rythme. L'acquisition de la mine de Morila par l'État, c'est un bilan positif. Et puis, l'État a jugé nécessaire que l'or doit briller pour les Maliens, notamment le changement de la part de l'État de 20 à 30%. Les privés ont 5% sur les contrats. Et puis, l'application de la loi sur le contenu local. Et puis, il y a beaucoup de changements qui ont été menés à travers le code minier. Le code minier 2023, la loi sur le contenu local, la migration de ces sociétés vers ce nouveau code 2023 qui était un problème majeur parce qu'il y avait beaucoup de codes qui interféraient l'un dans l'autre. Mais mettre tout le monde sur un seul code, vraiment, nous, on a lutté pour ça et on voit que c'est abouti. Il y a aussi la problématique de la chambre des mines, avec la mise en place d'un collège transitoire. Personne ne pouvait penser à ça. Ces différentes réformes font aujourd'hui qu'il y a ces aspects positifs. Ce que moi, quand même, je propose au ministère, c'est vraiment de se pencher sur la question du secteur privé, qui est le moteur économique de la société. L'État doit faire des efforts pour accompagner ces petites sociétés-là auprès des mines. Voilà donc les Maliens qui s'expriment sur le secteur minier. Monsieur le ministre, le Mali a de vastes projets de cartographie minière, de création d'une raffinerie nationale. Ces projets sont conduits dans quel cadre précisément? Merci beaucoup. Vous touchez là à deux questions qui, à mon avis, traduisent cette volonté souveraine de l'État du Mali, c'est-à-dire avoir la maîtrise sur ses ressources. Pour ce qui concerne les projets de cartographie minière, vous savez, la cartographie, c'est vraiment l'élément de base
pour tout projet minier. Parce qu'il s'agit d'avoir les informations de base pour pouvoir engager donc, les recherches approfondies. Donc aujourd'hui, ce travail, il y avait eu des travaux de cartographie sur le territoire national, mais souvent c'était à des échelles différentes, mais ça ne couvrait pas aussi l'ensemble du territoire. Or aujourd'hui, notre ambition, c'est de couvrir l'ensemble du territoire national. Et ce projet est en cours avec une société russe. Rapidement, pour dire ce qui a été fait, lorsque nous avons signé donc, le premier MOU, il y a eu donc les échanges ont continué. Une équipe russe est venue au Mali, une équipe technique russe est venue au Mali parce que nous avions dans un premier temps transmis les documents à notre disposition. Après, une équipe est venue à Bamako, elle a travaillé avec les agents de la DNGM et ensuite, à son retour, elle nous a envoyé une offre technique qui a été étudiée. Lorsqu'on s'est accordé sur cette offre technique, il nous a envoyé l'offre financière. Aujourd'hui, c'est cette offre financière qui a l'étude. Donc, c'est vraiment un projet qui avance bien. Nous sommes, si je puis dire, sur la dernière ligne droite pour signer les contrats afin que les travaux puissent commencer. Maintenant, la raffinerie. Vous savez, ça aussi, c'est une volonté qui a été exprimée par la population malienne. Parce que l'or brut, disons, donc les dorés qui sont faits ici au niveau, donc, au niveau des usines, des sociétés, sortent et sont raffinés dans des sociétés à l'étranger. Mais le Code a exigé désormais que les sociétés minières fassent le traitement de leur or dans les raffineries qui appartiennent à l'État. Donc c'est pour concrétiser ça que l'État du Mali a donc mis en place ces projets de construction d'une raffinerie d'or pour laquelle nous avons déjà un terrain qui est disponible. Ensuite, les discussions avec le partenaire russe aussi vont vraiment, aujourd'hui, ça aussi, nous sommes en train d'achever donc ces discussions. Le gouvernement a adopté un projet de loi autorisant l'État du Mali à participer au capital social de cette société qui va s'appeler Soroma à hauteur de 62%. Et nous sommes vraiment en train de faire les derniers réglages pour passer maintenant à la construction donc, de l'usine. C'est vraiment imminent. L'université de Caille, créée, se voit munie d'un institut des mines. Cet institut remplace-t-il le projet de l'école des mines? Non. Ce projet ne remplace pas l'école des mines qui est toujours d'actualité et dont les travaux aussi vont reprendre très bientôt. Vous savez, notre pays a besoin de ressources humaines de qualité parce que l'ambition que nous nous sommes donnée par rapport au secteur minier, disons par rapport à la gestion des ressources minérales de façon générale, exige de nous d'avoir des ressources humaines de qualité. Parce que c'est un secteur qui est fermé avec des mobilités, donc ce qui fait qu'il nous faut beaucoup de recrutement. Mais pour recruter aussi, il faut vraiment avoir des ressources, il faut donc des personnes hautement qualifiées et ensuite qui puissent aussi faire de la formation continue, le perfectionnement. Et donc, en fait, l'université de Caille, donc de l'Institut supérieur donc, au sein de l'université de Caille, va faire de la formation initiale jusqu'au niveau licence. Et l'école des mines que nous allons créer va être un centre d'excellence qui va recevoir même des diplômés donc, de la licence ou à d'autres niveaux, mais qui va faire aussi donc, du perfectionnement sur des aspects hautement pointus de l'exploitation des ressources minérales de façon générale. Et notre ambition aujourd'hui, c'est même d'élargir, parce qu'on parle d'école minière, mais nous on va aller au-delà, parce qu'il faut que la question aussi du pétrole, disons des hydrocarbures, puisse être prise en charge par cette école. Le mot de la fin pour le peuple du Mali aujourd'hui, est-ce que nous pouvons être rassurés par rapport à la gestion des sites miniers? Merci beaucoup. Vous savez, nous sommes dans des contextes très très compliqués. Et la volonté du gouvernement, cette volonté ferme, donc, qui a été instruite par le président de la transition, c'est de faire en sorte que l'or brille, comme on dit trivialement, que l'or brille pour tous les Maliens. Mais je l'ai dit, nous comprenons aussi, autant il y a de l'espoir qui est donc attaché au secteur minier, mais il y a aussi des préoccupations liées à la gestion des sites miniers. Et nous devons faire en sorte que les sites miniers soient bien gérés pour qu'il n'y ait pas d'accidents
donc, qui enlève autant de vies en un seul moment. Là, il faut préserver toutes les vies d'ailleurs, mais aussi il faut que l'environnement soit préservé. Et donc toutes les réformes que nous sommes en train de mettre en place vont concourir à cela. Et je pense que nous pouvons rassurer les Maliens, mais il ne faut pas aussi jeter des paroles en l'air, parce que ce sont des situations extrêmement compliquées qui demandent la conjugaison des efforts. Et c'est pourquoi je lance un appel au peuple malien aussi, aux communautés qui sont dans ces zones-là, dont souvent les comportements contribuent à la dégradation de l'environnement et aussi à des situations donc, de perte de vie en vie humaine. Donc je pense qu'il faut que l'on soit ensemble. Mais en tout cas, le gouvernement, pour ce qui le concerne, va prendre toute sa responsabilité. Toutes les réformes qui doivent être faites seront faites pour que le secteur minier puisse être bien géré, pour que les sites miniers puissent être plus sécurisés. Un message rassurant tout de même. Merci, Monsieur le ministre, d'être passé sur ce plateau. Voilà, nous sommes donc au terme de cet entretien avec le ministre des Mines, professeur Amadou Keïta. Il nous a parlé des programmes spécifiques de son département et des projets futurs. Et pour l'animation, j'étais avec Baladji Touré, directeur de publication du journal Reflet d'Afrique. Merci Baladji. Merci Sira. Voilà, nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Merci.